Eh bien, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire mardi midi, c'est infectiologie, 1er de janvier 2026. Et on est ravis d'accueillir le professeur Manuel Etienne, chef de service en maladies infectieuses au CHU de Rouen, qui va nous parler des infections urinaires communautaires. Manuel, tu peux commencer si tu veux. Ok, bonjour à toutes et tous. Merci de cette invitation à vous parler des infections urinaires communautaires. Une première diapo un tout petit peu indigeste avec une liste de référentiels et pour vous dire qu'en fait, ils sont nombreux. Les derniers référentiels français, ça sont pour les infections urinaires communautaires et celui-ci de 2018 que vous connaissez sans doute bien. Il y a des référentiels un peu anciens et il y a deux nouveautés dans les recommandations internationales, puisqu'en 2025, il y a eu des recommandations de la Société européenne qui ont été publiées sur les infections urinaires simples ou à risque de complications. Et les Américains également ont publié des recommandations sur les infections urinaires à risque de complications. Je ne vais pas trop détailler ça dans ce topo parce que ça concerne beaucoup les prises en charge hospitalières et notamment ce qu'ils appellent Complicated Urinary Tract Infection, c'est essentiellement les pyélonéphrite et donc selon une terminologie un peu différente de celle que nous avons retenue en France. Et puis est annoncé bientôt la reco sur les infections urinaires masculines qui est en cours d'écriture imminente et je vous en parlerai déjà parce qu'elle a été présentée partiellement lors d'un congrès de maladies infectieuses. Alors, un petit challenge, parler des infections urinaires en 30 minutes. Euh, pas très simple parce que c'est bien sûr des pathologies réputées simples, hein, il y a des choses beaucoup plus complexes, mais en fait, évidemment, dès qu'on rentre dans le détail de tout ça, il y a les cystites, les pyélos, les prostatites, et puis plein d'aspects de ces différentes pathologies qui en font finalement une richesse beaucoup plus importante, et ça peut même être intéressant du coup grâce à ça. Donc, il a fallu faire des choix très très net pour des messages, si possible, simples et pratiques. Et cette diversité, on ne peut pas l'approcher complètement, mais on pense souvent à la diversité des pathogènes, mais il y a une diversité des hôtes, et c'est toute la richesse aussi de l'approche clinique des pathologies infectieuses et des infections urinaires, c'est de réussir à prendre en compte le terrain, l'hôte chez qui l'infection urinaire survient. Et j'aime bien montrer cette diapositive, notamment aux microbiologistes, aux infectiologistes, qui sont obsédés par la virulence du pathogène. Est-ce que certaines souches sont plus agressives que d'autres, expliquent les infections urinaires à répétition? Eh ben, on voit que oui, bien sûr, hein, certaines souches peuvent augmenter, de multiplier par 3 le risque de bactériémie, mais avant tout, c'est l'hôte qui va faire la gravité ou l'évolution, parce que vous voyez, il suffit que vous ayez un petit résidu post-mictionnel et vous multipliez par 8 le risque de bactériémie. Donc, vous voyez le poids de l'hôte dans la diversité de ces situations, et c'est ce que les recos françaises essaient d'appréhender de façon assez simple en évoquant les facteurs de risque de complications, hein, c'est ce poids de l'hôte. Dès qu'il y a une anomalie de l'arbre urinaire, eh bien, ça va impacter le pronostic, l'épidémiologie, etc. Et sur certains terrains, eh bien, il y a cette gravité accrue ou ces risques de complications accrus qui ont fait cette diversité des prises en charge. Alors, je ne vais pas revenir, hein, maintenant, je vous ai montré, la reco, elle date de 2018. Je pense que je peux partir du principe que vous connaissez à peu près ces algorithmes, ces orientations diagnostiques depuis tout ce temps-là. C'est celle proposée par la société, enfin, dans la recommandation de 2018 sur les cystites simples et à risque de complications. Et l'idée, c'était d'aller plus loin que ça, quoi, d'aller un petit cran plus loin. Alors, pour approcher, on peut être savant sur les infections urinaires, mais tout le monde ne l'est pas. Mais pourtant, on a tous fait travailler un tout petit peu la physiopathe et on a tous, je pense, enfin, beaucoup, on a oublié ça et que en fait, il y a des éléments qui conditionnent la survenue, qui expliquent la survenue de ces infections urinaires. Les infections urinaires, elles ont cette réputation de banalité, tout le monde en a, tout le monde peut en avoir. Et donc, tout le monde pense que c'est normal. Et en fait, bah non, c'est pas normal. Donc, c'est fréquent d'avoir une infection urinaire, mais c'est pas complètement normal. Et c'est qu'il se passe quelque chose quand même. Et quand ça devient un petit peu trop répété, bah, il y a des causes. Et c'est pas forcément
le premier réflexe qu'on a. Et donc, eh ben, on sait que, par exemple, une bonne miction qui élimine un bon volume urinaire élimine 99% des bactéries présentes dans la vessie. C'est tout bête, mais ça montre l'importance de l'hydratation et de la miction régulière. Et c'est des petites choses très simples à appréhender et faciles à mettre en place. Il peut y avoir un impact de la chimie des urines, il peut y avoir des anomalies du trajet muqueux-vésical de l'urtère. Donc, par exemple, tous les patients qui ont eu une réimplantation des urtères pour une raison ou une autre peuvent avoir beaucoup plus facilement, vous voyez, un reflux, etc. Et donc, il y a des petites choses simples à connaître, à se souvenir pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la survenue de ces infections urinaires. Je ne vais pas les détailler ici, mais je vous montre un peu en guise de rappel. Par exemple, la sonde urinaire va court-circuiter une immense majorité des mécanismes de défense, toutes les défenses muqueuses, elle va déclencher une réaction inflammatoire, elle va empêcher la vidange vésicale complète, etc. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui sont des facteurs favorisants. Si je rentre maintenant dans des messages un petit peu simples et qui me paraissent pouvoir vraiment guider la pratique du quotidien, le premier message, c'est celui-ci. La décision de traiter une infection urinaire, dépend des symptômes et uniquement des symptômes. Et le CBU est finalement pas un très bon argument pour décider à traiter. C'est un argument pour guider le traitement, les modalités de traitement, mais le critère décisionnel pour traiter une infection urinaire, c'est la présence des symptômes. Je vous explique un petit peu pourquoi. La première, c'est un peu un paradigme qui est en train de changer et qui permet de mieux comprendre ça. C'est qu'on a tous appris que les urines physiologiques sont stériles. Et en fait, les urines physiologiques ne sont pas stériles. C'est tout ce concept du microbiome urinaire qui n'est pas du tout du flanc, parce que je pense que ça va vraiment beaucoup changer la perception et les pratiques. Et donc, il suffit, en fait, c'est vraiment comment on regarde les urines. Si vous faites un ECBU, vous allez trouver que dans certaines situations des bactéries présentes dans les urines. Si vous changez un petit peu vos méthodes de culture, vous allez, avec ce qu'on appelle les ECBU augmentés, vous allez trouver déjà beaucoup plus de pathogènes et dans beaucoup plus de situations. Et si vous allez utiliser des techniques de séquençage, vous allez retrouver en permanence des bactéries, des virus, des champignons à l'état physiologique chez des gens qui vont très bien dans les urines. Et donc, les urines sont le siège de bactéries en permanence, à des seuils plus ou moins importants, plus ou moins détectables, mais en permanence. Donc notre dogme qui était les urines sont stériles et il faut obtenir à tout prix la stérilisation des urines, en fait, se repose sur une idée fausse que les urines sont stériles et ce n'est pas le cas. En fait, on a donc des bactéries qui sont une flore partagée, vous voyez, à 2 tiers avec la flore digestive et pour 1 tiers avec la flore vaginale. Et en fait, c'est un continuum de bactéries présentes, non détectables, puis qui peuvent augmenter et devenir détectables à un certain moment. Donc, le but, personne n'a d'urine vraiment stérile. Le but, c'est pas de stériliser les urines et on n'y arrivera pas. Elles seront toujours, il y aura toujours des bactéries présentes. Alors, ce qu'on appelle la colonisation en routine, c'est quand on détecte les bactéries dans les urines à l'ECBU. Et en fait, et qu'il n'y a pas de symptômes, bien sûr, cette colonisation, vous voyez, elle n'est pas si rare, même chez les jeunes femmes en bonne santé. C'est à peu près, il y a quelques études dans des campus, chez des femmes sexuellement actives, vous voyez, 6% des femmes ont un ECBU positif à un seuil de bactéries relativement important, sans aucun symptôme. Et donc, cette colonisation, elle est assez fréquente et elle augmente avec l'âge jusqu'à atteindre 50% des femmes de plus de 80 ans qui sont institutionnalisées. Donc en fait, une femme de plus de 80 ans en EHPAD, la norme, c'est d'avoir un ECBU positif. Et puis 100% des patients sondés, au bout d'un mois de sondage, ils ont un ECBU positif. Là aussi, c'est la norme, c'est la présence des bactéries, c'est pas lié au traitement. Si vous traitez tout cela, eh bien en fait, vous allez probablement transitoirement faire disparaître la colonisation, mais comme la cause ne disparaît pas, eh bien la colonisation va revenir instantanément. Cette colonisation, vous voyez, elle résulte de troubles des voies urinaires, un déséquilibre, il y en a plein de possibles, une mauvaise vidange de la vessie, des mauvaises défenses muqueuses liées à un trouble trophique post-ménopausique. Ici, vous voyez par exemple la présence d'un résidu post-mictionnel.
et ben, plus vous avez de volume d'urine qui reste dans la vessie après la miction, plus vous avez de concentration bactérienne dans votre vessie. Donc, vous voyez, il y a une espèce de corrélation entre l'intensité du trouble urinaire et la présence des bactéries. Et vous pouvez toujours traiter ces patients si vous ne traitez pas la cause qui permet l'implantation et la colonisation urinaire. La récidive va vraiment être inéluctable après le traitement antibiotique. Donc, traiter les colonisations, vraiment, pas d'intérêt, c'est vain. Ce d'autant qu'il a été montré que c'était un facteur de risque de mortalité chez les sujets âgés et que c'est un facteur d'augmentation de résistance antibiotique. Je vais y revenir. Toutes les recos le disent. Maintenant, à l'unisson, on ne traite pas les colonisations. La clinique prime, c'est le terme qui était dans la reco de 2018, et les seuils à l'ECBU sont indicatifs, hein, et donc c'est surtout des seuils qui sont définis pour les laboratoires. Ça leur sert à essayer d'éliminer les contaminations des prélèvements. Quand il y a peu de bactéries, ils peuvent raisonnablement penser que c'est une contamination. Mais en tout cas, les seuils ne sont pas un critère de décision de traitement. Ce n'est pas parce qu'il y a 10 puissance 6 Escherichia coli qu'il faut traiter, c'est parce qu'il y a des symptômes. Et à l'inverse, s'il n'y a pas de symptômes, on ne traite pas. Il y a ici un très beau papier de Thomas Sutton qui regardait combien on a de bactéries par sondage et combien de bactéries par le CBU sur les façons classiques. Bah, vous voyez, c'est un tout petit peu corrélé pour Escherichia coli. Plus vous avez de bactéries dans le CBU classique, plus on en retrouve au cathéter, au sondage. Et aucune corrélation pour streptocoque, Klebsiella ou entérocoque. Donc, dans plein de situations, la quantité de bactéries à leur CBU n'est pas le reflet de ce qui se passe vraiment dans la vessie. Euh, donc le premier message, pas de symptômes, pas de traitement, c'est assez simple. Le deuxième message que je vous propose, c'est cystite non traitée, pas de danger. Je travaille avec Élise, donc les slogans et les dictons, elle aime bien. Donc j'essaie de répondre à la demande. Donc, la première chose qu'on ignore, c'est que on apprend tous que les cystites non traitées vont évoluer vers la pyélonéphrite. Donc c'est bien sûr possible, mais en fait on a une très mauvaise idée de ce risque et il y a une très forte crainte chez les patients et chez les docteurs. Et en fait, quand vous ne traitez pas une cystite aiguë simple, hein, l'évolution vers la pyélonéphrite, c'est moins de 3% des cas. D'accord? Et la guérison spontanée avec ce que les femmes font très volontiers, c'est-à-dire augmenter un peu l'hydratation et la fréquence d'émission, permet la guérison dans 40% des cas. Donc, une cystite pas traitée, ça peut passer sans antibiotiques, pas toujours, hein, vous voyez, ce n'est pas la majorité, mais en tout cas, le risque d'évolution vers la pyélonéphrite, il est très faible. Il y a même une étude que j'aime beaucoup, que je présente depuis longtemps, là, faite par des Anglais qui ont essayé différentes stratégies. Je donne des antibiotiques, j'attends le résultat de l'ECBU, je commence par une bandelette, j'essaie de trouver un score de symptômes qui me dit si je traite ou pas, et puis je donne des antibiotiques de façon différée, c'est-à-dire je dis à la patiente, voilà, vous attendez 48 heures, vous buvez bien, vous faites pipi, et si dans 48 heures ça ne va pas, eh ben, vous pouvez aller chercher vos antibiotiques à la pharmacie. Ce n'est pas forcément une recommandation pour tout le monde parce que ça peut aboutir à avoir des antibiotiques dans le placard, ce qui n'est pas toujours ce qu'on cherche. Mais en fait, vous voyez, cette stratégie-là, elle a permis d'éviter 30% de consommation antibiotique. Les patientes qui ont suivi ça ont évolué vers la pyélo dans 1% des cas seulement. Et on avait demandé l'avis des patientes, c'est quand même intéressant, et pas beaucoup, hein, c'est du qualitatif, c'est de l'étude sociologique, mais une immense majorité était très satisfaite d'avoir pu éviter de prendre des antibiotiques, d'avoir évité les effets indésirables des antibiotiques, et étaient rassurées par le fait d'avoir un traitement à disposition. Donc voilà, en tout cas, le message, c'est cystite non traitée, pas de danger. Euh, alors attention, vous allez dire, ouais, bah, on voit que tu es un homme, hein, tu n'en as pas eu des cystites, c'est pas très fun, on est d'accord. C'est douloureux, ça peut être pénible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter, je dis juste qu'on peut possiblement différer dans un certain nombre de situations et que ça peut même être ce que les patientes demandent. Ici, vous avez une étude certes un peu ancienne, mais qui montre bien qu'en termes de guérison clinique, les antibiotiques marchent, hein, raccourcissent la durée des symptômes et font disparaître les symptômes. Donc voilà, il faut quand même être attentif à la qualité de vie. C'est bien d'être intégriste de l'usage des antibiotiques, mais il faut être attentif à la qualité de vie des patientes, bien sûr.
La troisième chose, c'est courte durée rassurée. C'est-à-dire que dans le domaine des infections urinaires, on a maintenant des études qui ont cherché les bornes d'efficacité des traitements. Et donc, il y a des études comparatives. Je mets un antibiotique, je ne mets pas d'antibiotique. Je mets un antibiotique 3 jours, 5 jours, 7 jours dans la cystite. Je mets des antibiotiques dans la pyélo, 7 jours, 14 jours, etc. Donc, finalement, il y a de plus en plus d'études, pas forcément pour absolument toutes les molécules et toutes les situations, mais quand même vraiment beaucoup, qui ont permis de déterminer les durées optimales. D'accord? Et donc, vous voyez ici, par exemple, là, c'était dans les cystites aiguës à risque non simple, pardon. Euh, de la femme âgée, et ben, ils ont comparé single dose, non, pardon, risque de complications, pardon. Ils ont comparé dose unique versus 3 ou 6 jours. Hop, et ben, on voit que 3 à 6 jours marche mieux. Donc, ça a permis de dire, bon, ben voilà, donc, les modalités de traitement, les durées de traitement. Et donc, c'est ce qui est rappelé. Je suis allé sur le site de Normantibio et vous avez les durées d'antibiothérapie des infections courantes avec ici les durées précises qui sont recommandées pour les infections urinaires. J'ai envie de dire qu'il manque le 0 jour, qui est l'hydratation, qu'on pourrait proposer notamment dans la cystite aiguë simple, mais pour les traitements antibiotiques, vous pouvez avoir ces durées de traitement-là. Quatrième message sur le CBU, en fait, c'est que finalement, si on vous demandait, je n'ai pas le temps de faire un sondage, mais si je vous disais, est-ce qu'on met un antiseptique, du savon, comment on fait pour recueillir les urines, bah, finalement, pas grand monde, tout le monde était un peu perdu. Et donc, en 2024, eh bien, il a fallu une espèce de recommandation internationale pour essayer de statuer sur ce point, qui est vraiment maintenant, voilà, on réaffirme. Il n'y a pas besoin de daquin, il n'y a pas besoin de savon, l'eau ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte, ça va pas être le nettoyage de la zone, pas particulièrement. Bon, évidemment, il faut que ce soit propre, hein, mais pas le nettoyage de la zone. C'est surtout l'élimination d'un bon volume urinaire avant le recueil de les urines pour le CBU. Et classiquement, on dit une tasse à café. D'accord? Souvent, les femmes ont une peau à Curie, elles ont peur de plus avoir d'urine parce que c'est des petits volumes et elles ont tendance à éliminer quelques gouttes avant de recueillir les urines pour le CBU. Ben non, il vaut mieux beaucoup éliminer et avoir quelques gouttes pour le CBU que l'inverse. Et donc, vous voyez ici de l'eau ou même rien, juste un rinçage et surtout, on élimine bien un bon volume. Cystite de l'homme, je vois déjà des questions, mais je vais attendre un peu d'avoir fini pour pas me... voilà, donc Manu, là, on fera les questions à la fin. On oui, va faire oui, les questions avec Emmanuel. Voilà. Donc, c'est... les recos qui sont en route. Donc déjà, il y a des travaux qui ont montré que bah, les infections urinaires sans fièvre, c'est 8% des infections urinaires de l'homme en médecine générale, mais c'est sans doute un peu sous-estimé parce que comme ça n'existait pas dans les recos jusqu'alors, bah, c'était probablement un peu sous-déclaré. Et récemment, on a une série prospective et plein de séries rétrospectives qui disent, bah oui, ça existe. On a aussi des arguments qui montrent que des études qui montrent que des molécules vraiment présumées inefficaces pour traiter les prostatites sont efficaces sur ces tableaux cliniques. Et donc, on va retenir ce principe de cystite de l'homme avec un petit message fort là-haut. C'est une nouvelle occasion d'épargne des quinolones, puisqu'avant, toutes les infections urinaires de l'homme ont donné des quinolones. Et maintenant, on a trouvé un cadre nosologique qui permet de s'en passer. Alors, les signes cliniques, c'est des signes cliniques positifs et des signes cliniques négatifs. C'est l'apparition ou l'aggravation aiguë de brûlures urétrales permictionnelles, finalement les mêmes signes que chez la femme. Mais il faut qu'il n'y ait ni fièvre, ni douleur lombaire et pas de douleur OTR. Si on a un doute, c'est la place du toucher rectal qui est un peu difficile à définir. Mais si on a un doute entre la cystite et la pyélonéphrite, c'est sans doute la bonne place de toucher rectal. On va recommander simplement, donc c'est pas moi le chef d'orchestre, c'est Mathieu Laforie à Paris, mais probablement qu'on va recommander la seule réalisation d'un ECBU en médecine de ville et en probabiliste, vous voyez, phosphomycine ou trométamol, phosphomycine, trométamol, nitrofurantoïne pour s'adapter à l'épidémio. En documenté, vous voyez ici la liste des molécules et on partira sur 7 jours de traitement ou J1, J3, J5 pour phospho, mais pas de place au fluoroquinolone dans cette indication. Après, les recos abordent de nouveau les prostatites, etc., que je ne développe pas, je me suis centré sur la nouveauté.
Un petit rappel pour dire que, pardon, plus on traite, plus ça résiste. Ce schéma, ça fait aussi dans votre microbiote, que ce soit un microbiote urinaire, digestif, respiratoire, vous avez des bactéries sensibles et des bactéries résistantes. À chaque fois qu'on dégomme les S, on sélectionne les résistantes. Et puis, si on met deux antibiotiques successifs qui vont dégommer les S et les R, on arrive à des multi-R. Ou si on met un antibiotique qui est actif d'emblée sur les S et les R, on va beaucoup plus vite encore vers la résistance. Et donc là aussi, dans l'urinaire, on a des très beaux articles qui montrent que bah, voilà, plus vous faites de traitements dans l'année, plus vous avez de résistance aux antibiotiques à l'épisode suivant. Ça a été évalué dans la région, c'est pour ça que montre ce travail voilà, à partir des données d'infection urinaire de la région. Si vous avez reçu une fluoroquinolone dans les 18 mois, vous avez 62% de résistance à une classe antibiotique. Si vous n'en avez pas reçu, 50%. Donc, vous voyez, à chaque fois, le fait d'être exposé aux antibiotiques augmente nettement le risque de résistance pour les suivantes. J'approche de la fin pour qu'on puisse garder 5 minutes pour les questions. Récidivante, qualité de vie en pente, c'est un peu nul hein, comme dicton, je reconnais. On a créé à Rouen là, un parcours de soins pour les infections urinaires complexes. On a un peu communiqué dans notre revue, la destination de la ville. C'est un parcours qui permet de voir en consultation à l'infectiologue. On va faire un bilan sur mesure avec notamment une expertise urologique chaque fois que c'est nécessaire, et puis discuter des patients RCP. Je vous remets quelques données qu'on a pu tirer de cette première année de cohorte. On a 240 nouveaux patients par an, hein, donc c'est déjà considérable, et 90% sont des infections urinaires récidivantes. Donc le premier constat, c'est qui on nous adresse, qui la médecine de ville nous adresse, et ben, essentiellement des femmes, vous voyez 82%, plutôt 58 ans, ou plutôt post-ménopausique, on va dire, si on doit faire des grandes catégories comme ça, et très fréquemment avec des comorbidités, et fréquemment également, vous voyez, 60% qui ont des maladies urologiques sous-jacentes. Donc c'est intéressant de voir ce qui pose problème, ce qui vous pose problème. Quelque chose qui nous a interprété, c'est le délai entre le début des infections urinaires récidivantes, c'est-à-dire plus de 3 par an, et l'adressage. Et en moyenne, c'est 3 ans avant que les patients soient adressés, mais surtout, c'est en moyenne 12 épisodes par an. Et donc, vous voyez probablement l'impact sur la qualité de vie de ces femmes qui ont, voilà, c'est 3 ans en moyenne, hein, donc un épisode par mois pendant 3 ans dont elles n'arrivent pas à se sortir. Et puis, vous avez sans doute, les praticiens, les collègues de ville ont souvent tenté la prophylaxie et dans 40% des cas, il y a ces échecs. Le premier constat qu'on fait, c'est que le diagnostic d'infection urinaire récidivante, il est peut-être un peu difficile parce que quand on fait tout ce screening avec du temps, etc., on finit par écarter à peu près 30% de diagnostics qui ne sont pas des infections urinaires. Ce sont des colonisations avec des symptômes urologiques ou pas, ou des douleurs, et donc qui conduisent à des traitements antibiotiques inutiles, ça ne marche pas. Et donc ce ne sont pas des infections urinaires authentiquement, et donc ça permet de réorienter un petit peu les gens. Pour autant, ça nécessite un tri en amont, hein, qu'on ne nous adresse pas tout, c'est pas le but, hein. Et notamment une bonne analyse de la miction. C'est souvent ça qui apporte la différence entre un trouble urologique ou des toxiques infections urinaires. Les arguments les plus forts pour les infections, c'est les brûlures urétrales permictionnelles, hein, pendant la miction, et puis la régression nette des symptômes sous antibiotiques. Vous avez ici un résumé tout simple en grande catégorie des troubles urologiques à rechercher et qui permettent d'orienter vers un trouble du stockage, de la vidange, etc. C'est de la sémio très simple, mais très utile, et vraiment on utilise ça en routine. Quels examens faire? Bah, vraiment le temps clinique sur l'analyse de la miction et l'analyse des infections. Les ECBU souvent pour documenter un peu le calendrier mictionnel essentiel. Vous allez voir si vous en faites. C'est juste vous demandez aux patients de faire pipi pendant 24 heures à chaque fois dans un verre mesureur et de noter la quantité d'uriné. Et vous allez avoir des grosses surprises. Celles qui font 700 millilitres par jour, les femmes qui font 4 litres 5 par jour, qui ont explosé leur vessie, etc. Des gens qui sont capables d'avoir 1 litre d'eau dans la vessie sans avoir besoin, etc. Et donc, c'est très, très bon pour dépister des problèmes hygiéno-diététiques ou des troubles urologiques sous-jacents.
Et l'examen le plus simple qu'on peut faire en médecine de ville, c'est l'échographie avec recherche de résidus post-mictionnels. Ces deux derniers éléments identifient bien quelques troubles urologiques. Avant-dernière diapo, quand adresser à notre centre, parce que c'est bien d'en parler, mais il faut essayer de donner des critères. Bon, clairement, c'est plutôt les infections récidivantes malgré ce que vous aurez pu entreprendre comme traitement ponctuel, comme correction des règles hygiéno-diététiques, etc. Plus particulièrement sur terrain particulier, quand il y a des pathogènes multirésistants, mais c'est mieux avant, c'est mieux, hein, souvent ça résulte de traitements très très nombreux et donc c'est mieux de les adresser avant la multirésistance. Les échecs de prophylaxie, il y a sans doute des choses à faire quand c'est un ECBU toujours au même pathogène, hein, parce qu'on va chercher des facteurs, des foyers profonds, les situations de multi-allergie. Je vous ai mis ici comment les adresser et juste une petite mise en garde, c'est-à-dire qu'on n'est pas en capacité de gérer 240 nouveaux patients et qui ont toutes des cystites entre-temps. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le bilan, on essaie de traiter la cause, on donne une conduite à tenir pour les épisodes aigus pour essayer d'aider les collègues en ville, mais on n'est pas en capacité de gérer chaque épisode de cystite intermittent. Après, on les revoit régulièrement, mais je pense déjà que si on arrive à donner des conduites à tenir, et puis accessoirement, sur notre premier travail, il y a 30% aussi des patientes pour lesquelles on trouve une solution et qui permet d'arrêter les infections urinaires. Donc, on trouve quand même des choses. Le conclusion, rappelez-vous la physiopathe, pas de symptômes, pas de traitement, cystite non traitée, pas de danger, courte durée, rassuré, ECBU de qualité, cystine de l'homme, no quinolone. C'est un peu nul comme rime, hein. Plus on traite, plus ça résiste, IU récidivante, qualité de vie en pente. Et la petite diapo de conclusion, ah oui, il y a maintenant un podcast des enseignants de maladies infectieuses et j'ai le plaisir d'avoir eu mon petit podcast sur les infections urinaires qui est sorti hier. Si ça vous amuse d'aller écouter ça, avec plaisir. Et je suis à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, Manuel. Il y a déjà des questions dans le chat. Donc, je vous rappelle, vous pouvez vous poser vos questions dans le chat et nous, on fera le relais avec Emmanuel Pied-Noir pour, à l'orateur. Merci beaucoup pour cette belle présentation. La première question, c'est peut-être de redonner vraiment la différence clinique entre la cystite de l'homme et la prostatite. Alors, encore une fois, vous Comme c'est une lirez le nouvelle. Ouais. texte quand il va enfin sortir. C'est vraiment pas très simple. Clairement, c'est les signes fonctionnels, enfin la cystite comme chez la femme, et pas de fièvre, pas de douleur lombaire, c'est le critère principal. Voilà. Et on reste très clinique. Il n'y a rien qui permette de dire faire des PSA, ça sert à rien. Le bilan inflammatoire non plus. Donc en fait, on va repréciser ça dans la reco. Là, j'avais pas le temps de tout mettre. C'est très 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 clinique. Probablement, on peut louper quelques formes un peu polysymptomatiques de prostatite. C'est un peu le risque, mais il n'est pas forcément si important que ça. Et puis, bah, si ça rechute, on considérera qu'on s'est trompé. Mais bon, les autres pays dans le monde, il va falloir qu'on fasse tomber des habitudes parce que si vous allez aux Pays-Bas, hein, première intention, infection urinaire de l'homme, Furan, sans problème, hein, s'il n'y a pas de fièvre, bien sûr. Super. La deuxième question, c'est pour réaliser un ECBU, il est parfois difficile chez les sujets âgés d'éliminer un premier jet d'équivalence d'une tasse à café, pardon. Serait-ce une erreur de réaliser un nettoyage au savon doux préalable au recueil d'urine? Alors, clairement, le sujet âgé, c'est une grande difficulté sur enfin, la possibilité déjà de recueillir des urines spontanément quand il y a des troubles cognitifs, et puis sur la qualité du recueil des urines. Je n'ai pas d'études qui permettent de dire qu'il vaut mieux, euh, euh, comment dire, il vaut mieux, enfin, qu'on peut remplacer l'élimination du premier jet par un meilleur nettoyage. Rien ne permet de prouver ça. Donc après, j'ai envie de dire une réponse très pragmatique. Il faut que ce soit, on va dire, un peu macroscopiquement propre, mais probablement que l'eau et le savon, enfin l'eau tout court, joue ce rôle. Quand vous voulez mettre du savon, bah, c'est parce que vous espérez nettoyer l'urètre. Enfin, non, je crois pas, quoi. Donc, c'est vraiment éventuellement bien écarter les lèvres et puis nettoyer à l'eau plus que le savon ou tout autre antiseptique. Y a-t-il des consultations CRIUC ou infection urinaire récidente à Caen et autres départements? Alors,
pas le modèle qu'on a fait, c'est parce que c'est un peu, je pense, unique, parce que c'est notre thématique de recherche, d'enseignement, etc. Et donc, c'est vraiment, on veut continuer de développer la recherche sur le sujet. Donc, le modèle que je vous ai présenté, je pense, c'est un peu unique. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas tout un parcours qu'il n'y a pas des compétences ailleurs. Et donc, clairement, les infectiologues des autres établissements peuvent tout clairement apporter, je pense, un complément de prise en soin, etc. Je vais dire un peu de mal des urologues. C'est plus difficile de trouver un urologue qui soit très intéressé par ces aspects très fonctionnels et des infections urinaires. C'est peut-être ça la difficulté plus que l'infectiologue. Bon, après, les infectiologues sont rares, mais sincèrement, je pense que vraiment, ils peuvent apporter. Voilà. Alors moi, Ah, j'ai une question sur le sujet, je m'excuse, Élise. non, je t'en C'est prie. Emmanuel Piednoir. Est-ce que des infectiologues peuvent solliciter votre RCP dans les cas où ils sont vraiment mis en difficulté? Parce que moi, dans ma pratique, mais je pense que c'est vrai pour d'autres, c'est souvent les urologues, quand ils sont au bout de leur prise en charge, qui nous envoient ces patients-là. Et donc, bon, on peut apporter effectivement beaucoup de choses dans la majorité des cas, mais parfois on est aussi mis en difficulté. Donc, je pense qu'au travers de la question du réseau Canet, est-ce que cette RCP peut être mobilisable en dehors de la Normandie Ouais. orientale? Oui, oui, tout à fait. En fait, bon, moi, mon envie, c'est quand même de dire, solliciter d'abord les référents locaux et notamment les infectiologues, mais les infectiologues après peuvent tout à fait se tourner vers nous pour la RCP, oui, avec plaisir. Dans la limite de Merci. nos petites forces, mais Bien sûr. Non, mais c'est pas tous les jours non plus. Ok. non. Il y a 3 questions pour une même médecin. Place de l'antibiothérapie au long cours chez pour les infections urinaires récidivantes malgré la correction des facteurs de risque. Alors, ça dépend ce qu'on appelle au long cours. Est-ce que vous parlez de l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire Ouais, je pense. si c'est ça. En fait, ce qu'on voit beaucoup, bon, on a un biais de recrutement, hein, puisque c'est ceux qui sont en échec qui arrivent chez nous, hein, finalement, le plus souvent. Ce qu'on voit souvent, c'est un recours un petit peu trop facile à l'antibioprophylaxie, alors qu'on n'a pas bien éliminé les causes urologiques sous-jacentes. C'est-à-dire, on n'a pas éliminé, il n'y a pas eu un examen clinique, il n'y a pas eu un traitement hormonal si c'est post-ménopausique, on n'a pas éliminé un reflux, pardon, un résidu post-mictionnel. Vous voyez, donc oui, il y a une place bien sûr à l'antibioprophylaxie, mais c'est vraiment quand on a corrigé tout ce qu'on pouvait corriger, ou qu'on ne peut, il y a des choses qu'on a identifiées mais qu'on ne peut pas corriger. Et puis j'ai envie de dire aussi une bonne indication, c'est quand même vraiment quand c'est des bactéries différentes aussi, hein. Donc on corrige les facteurs de risque, on corrige tout ce qu'on peut. Voilà. De temps en temps, on a l'impression, nous, qu'il y a maintenant des formes un peu chroniques. Et donc, quand c'est toujours la même bactérie, même genre, même espèce, là, pour le coup, je pense que c'est une bonne indication à les adresser parce que parfois, on va faire d'autres modalités thérapeutiques que l'antibioprophylaxie qui résout rien, hein. La prophylaxie, c'est bien démontré que pendant qu'on la met, ça marche. Dès qu'on l'arrête, on repère l'efficacité. Donc, vous voyez, par exemple, chez quelqu'un de 20 ans, partir sur une antibioprophylaxie, c'est pas possible, quoi. On va pas lui faire 80 ans d'antibioprophylaxie. Je sais pas, j'espère que je réponds. La place du sondage évacuateur en cas de résidu post-mictionnel, bah, là aussi, je peux pas répondre. C'est-à-dire que si vous prenez une dame de 90 ans qui a un résidu post-mictionnel, on ne pourra jamais corriger parce que il n'y a plus de place traitement de son neuropathie. Clairement, oui, c'est une bonne idée de faire 2 ou 3 sondages par jour pour finir d'éliminer les urines. Si c'est 60 ans, une bandelette, des bandelettes et qu'il y a un résidu, il y a un problème. Le sondage, ça va être que un truc vraiment d'élimination une fois qu'on aura poussé l'urologue dans ses retranchements. Voilà. Donc, euh, tout dépend un petit peu du terrain. Et là encore, il faut s'obstiner à trouver la cause, quoi. Et si hypertrophie bénigne, risque de prostate accru, en fait, c'est pas l'hypertrophie bénigne de prostate en soi qui augmente le risque de prostatite, c'est la répercussion de l'hypertrophie sur la vidange qui impacte. Et donc, il y a des gens qui ont des grosses prostates, mais sans impact sur la fonction mictionnelle. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de risque accru. Simplement, si la prostate fait une pression et que elle entraîne une mauvaise vidange vésicale, là, le risque va être accru.
Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Manuel, de ta présentation. On dit toujours ça, mais c'était vraiment vrai. C'était très bien. Il est 14h06. Élie, je te laisse dire le dernier mot. Merci de votre présence. Vous étiez au moins 53 connectés. Donc, merci encore de nous suivre pour les mardis, c'est infectiologie. Et Élie, je te laisse le dernier mot. Oui, merci beaucoup à tous pour votre attention. Alors, c'est 53 connectés, mais en fait, c'est des équipes derrière, j'ai l'impression, à chaque fois. Donc, merci beaucoup d'être connectés. Et donc, le prochain webinaire, c'est le 24 février. Donc, c'est toujours le dernier mardi. Ça tombe pendant les vacances scolaires. Bon, excusez-nous, mais on a dû faire des choix des fois difficiles. Et ce sera sur antibiothérapie sous-cutanée, avec une nouvelle recommandation qui est sortie fin 2025. Merci à tous et bon après-midi.